Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon vous vous connectez. Alors, c'est Glenda Quintini. Je suis la responsable de l'unité du Global Dia. Donc, c'est un plaisir de vous voir à ce webinaire qui part un peu du principe aujourd'hui que un milieu de travail sûr et salubre est un principe et un droit fondamental du travail, mais malgré on soit tous d'accord avec ce principe, le nombre total d'accidents professionnels, y compris mortels et non mortels, ainsi que des maladies liées au travail, est en augmentation. Justement, le 13 décembre, donc il y a quelques jours, la Caisse nationale de l'assurance maladie française a publié son rapport annuel sur les risques professionnels et qui a montré en effet que le nombre de morts au travail ne cesse d'augmenter depuis 10 ans. Donc, en France, le rapport notait que 760 personnes ont perdu la vie à la suite d'un accident du travail en 2023, ce qui est 21 de plus qu'en 2022. Donc, tristement, un record en augmentation. Évidemment, donc dans le Global Dial, on soutient le dialogue social comme un moyen essentiel pour une croissance plus inclusive et un emploi plus décent. Et donc, dans le contexte aussi de la sécurité et santé au travail, on va regarder surtout le rôle du dialogue social. Auquel on a aussi consacré un chapitre de notre rapport phare qui est sorti il y a moins qu'un mois. Donc, dans ce rapport Non, phare, dans le chapitre, non. on met en avant plusieurs bonnes pratiques en termes de sécurité santé au travail. Par ailleurs, une de ces pratiques a déjà été l'objet d'un webinaire plus tôt dans l'année, donc un webinaire consacré à la charte sociale qui démontre les efforts entrepris par les partenaires sociaux français lors des Jeux olympiques, justement pour limiter et réduire le nombre d'accidents sur le lieu du travail et lors de l'organisation sur les sites des Jeux olympiques. Durant notre webinaire aujourd'hui, nous souhaitons mettre en valeur, comme je le disais, le rôle du dialogue social pour un renforcement de la sécurité et la santé au travail. On aura des experts de l'OIT, des experts de l'OCDE qui se pencheront sur des conclusions récentes concernant les risques pour la sécurité et la santé au travail et le rôle du dialogue social. Par exemple, les partenaires sociaux sont appelés à jouer un rôle clé dans l'amélioration des conditions de travail par la négociation de conventions collectives au niveau de secteurs et d'entreprises, mais aussi la participation des institutions représentatives sur le lieu du travail par des efforts de sensibilisation ou par des négociations tripartites. On a aussi aujourd'hui le plaisir d'avoir un représentant dans l'Institut pour une culture de sécurité industrielle, l'ICSI, qui est un partenaire qui a récemment rejoint le Global Deal et pour lequel la sécurité industrielle, donc la sécurité au travail, est le point saillant de sa mission. Voilà, avec ces intervenants, on parlera de sécurité, santé au travail, du rôle du dialogue social. Je vais vous les présenter un par un, brièvement, parce qu'ils ont tous une longue histoire des titres assez exceptionnels. Alors, en premier, on a Manal Azi qui dirige l'équipe sécurité et santé au travail du département de la gouvernance du tripartisme à l'Organisation internationale du travail. Au cours de ses 17 années au sein de l'OIT, elle a eu l'occasion
de superviser des interventions dans le monde entier. Elle gère un certain nombre de portefeuilles, notamment le travail sur la sécurité chimique et l'environnement et les activités de l'OIT sur la prévention des maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de la santé sur le lieu du travail, y compris l'amélioration du bien-être, la nutrition et la prévention du stress, les risques psychosociaux et la violence et l'abus de substances dans le monde du travail. Manalazi aussi travaille à l'avancement des systèmes de gestion de la sécurité santé au travail, à la promotion de plus de 19 conventions de l'OIT dans ce domaine, dont notamment les plus connues, donc la Convention 155-187 sur les principes fondamentaux de la sécurité et la santé au travail. Après, on a Camille Brunel, après 8 ans d'intervention sur le terrain, il met maintenant son enthousiasme au service du pôle savoir-faire et méthode de l'ICSI il a un master en gestion des risques technologiques environnementaux. Il aime bien cet aspect multiforme du métier, donc observer sur le terrain, animer des formations, concevoir un parcours pédagogique pour la leadership et aider les entreprises à mettre en place une culture plus juste. Le tout en construisant toujours des solutions avec les adhérents, une vraie marque de fabrique, une vraie mission pour l'ICSI, qui est, je vous rappelle, l'Institut pour la culture de sécurité au travail. Et j'ai fini par Andrea Garnero, qui est un économiste du marché du travail au sein de la direction de l'emploi du travail et des affaires sociales de l'OCDE. Et il est également chercheur à l'Université libre de Bruxelles et membre du groupe d'experts sur le SMIC et membre du conseil d'administration du comité scientifique de la Scuola di Politica de Rome, donc l'école de politique publique. Ses recherches portent surtout sur le salaire minimum et la négociation collective. Il a déjà participé à d'autres webinaires, d'autres événements du Global Dia, donc vous le reconnaissez peut-être. Il coordonne à l'OCDE dans la direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales aussi le travail sur la transition verte. Et il a publié de nombreux articles dans des revues scientifiques internationales et des documents politiques à l'OCDE. Et on va commencer maintenant notre discussion avec nos intervenants. N'hésitez pas à mettre vos questions dans la chat tant qu'ils parlent. On aura le temps de prendre quelques questions vers la fin, mais commencez, si vous avez des questions, mettez-les déjà. Je vais monitorer la chat tant qu'on discute et après poser les questions aux intervenants. On va commencer par Manal. Donc, dans un milieu de travail sûr et salubre, comme je le disais avant, pour beaucoup d'entre nous, c'est un principe, c'est un droit fondamental au travail. Et pourtant, comme je le disais, je l'évoquais au début, les accidents et les maladies liées au travail restent très fréquentes, avec des conséquences très importantes pour les travailleurs, les entreprises, les communautés, les économies dans leur ensemble. Et chaque année, on estime que presque 3 millions de travailleurs meurent à cause de facteurs qui sont liés au travail. Pouvez-vous, Madame Manal, nous expliquer comment l'OIT entend promouvoir la sécurité et la santé au travail et préciser quel rôle le dialogue social joue dans cette démarche et en quoi le dialogue social peut-il protéger les travailleurs et contribuer à une adaptation des lieux de travail? Merci beaucoup, Glenda. Merci tout le monde d'être là. C'est une bonne occasion de parler de tout ça. Il y a tellement qui s'est passé au sein de l'OIT à ce sujet et surtout beaucoup d'évolutions dans le domaine de la santé-sécurité au travail. On peut pas que sortir des exemples positifs de comment le dialogue social a été très essentiel pour promouvoir ce sujet et pour avoir en place des choses beaucoup plus concrètes au niveau des
entreprises, mais au niveau national aussi. On trouve bien sûr que cela permet aux mandants tripartites, nos mandants de l'OIT aussi, les gouvernements, les ministères de travail, et les employeurs et les travailleurs, ça permet à tout le monde de participer activement à toutes les phases de décision, par exemple en ce qui concerne la SST. Ces phases peuvent inclure pardon, l'élaboration et la révision des politiques et des normes, ainsi que la mise en place de systèmes nationaux solides. On a aussi deux conventions fondamentaux qui étaient devenus fondamentaux il y a 2 ans au BIT grâce à plusieurs débats pendant nos conférences internationales pendant 4 ans. La convention 155 et la convention 187. Ces deux soulignent l'importance de ce droit pour garantir une gestion efficace, le droit de dialogue social pour pouvoir mieux gérer et être beaucoup plus efficace pour la SST au niveau de lieu de travail et aussi au niveau national. Aussi, on trouve que les partenaires sociaux jouent aussi un rôle clé dans les initiatives pour promouvoir la SST. Ils peuvent fournir des informations, c'est les travailleurs qui sont là sur place dans tous les secteurs. Ils peuvent aussi offrir une assistance technique qui peut encourager l'échange des expériences entre les différents représentants des travailleurs dans les secteurs et dans les de différents tâches de travail. Il contribue également à la recherche. Pour nous, c'est très important d'avoir des données essentielles, comme vous dites aussi, pour tout ce qui est maladie professionnelle, tout ce qui est accident au travail. C'est bien de toujours savoir où est-ce qu'on en est. Et eux peuvent nous donner toute cette information. On a aussi vu que en temps de crise, le dialogue social était essentiel. Ça permet de trouver des solutions beaucoup plus vite, beaucoup plus adaptées à des situations qui sont la plupart du temps très complexes. Par exemple, si on va mentionner la pandémie Covid-19, on a vu de nombreuses mesures tels que les accords sur le télétravail, les protocoles de test ou des règles de vaccination qui étaient mises en place grâce à cette consultation tripartite. Ces mesures que nous pouvons collaborer avec les partenaires sociaux pour les élaborer ont été très acceptées, par exemple, et soutenues par les employeurs, et cela favorise l'application. On a aussi vu avec une autre évolution dans le monde de travail, c'est l'introduction de l'intelligence artificielle, mais aussi dans le changement climatique et la et les autres dangers liés au changement climatique. Il y a des exemples, il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, si on veut voir les négociations collectives qui permettent d'améliorer les mesures en tant que pour protéger les travailleurs des risques de chaleur. Il y a par exemple Pardon, je suis très anglophone, j'essaie de parler en français. L'accord qui a été fait entre l'International des travailleurs du bâtiment et du bois, c'est la Fédération syndicale internationale à ce sujet, et l'entreprise qui était responsable de la construction dans les pays Moyen-Orient. Et ils ont fait un accord avec les travailleurs et les employeurs pour mettre en place toutes les mesures protectrices nécessaires dans les chantiers. Cela incluait, par exemple, avoir de l'eau potable en quantité suffisante, avoir des salles d'eau, des abris contre les mauvaises conditions, etc. Alors, c'est très important d'avoir cette possibilité quand les lois sont pas aussi présentes que dans d'autres pays. Aussi au niveau de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'exemples aussi, comme les accords entre les travailleurs et les employeurs peuvent aussi encadrer ces nouveaux risques émergents par rapport à le droit de la déconnexion, le droit de la transparence totale des entreprises sur comment on utilise cette intelligence artificielle, etc. Alors pour nous, pour finir, l'OIT reconnaît
l'importance du dialogue et c'est pour cela ce mois-là, il y a une semaine, on a lancé un rapport sur le dialogue social de 2024 qui précise et qui explore ce rôle dans l'avancement du travail décent et le développement économique et social. Mais surtout pour les SST, on utilise toujours comme exemple parce que c'est quelque chose que tout le monde est d'accord qu'on doit protéger la vie et la santé des travailleurs dans tous les secteurs. Alors, c'est quelque chose qui ouvre un peu le dialogue, parfois dans des situations qui peuvent avoir d'autres éléments plus complexes. Merci beaucoup et merci pour tous ces exemples qui nous montrent bien le rôle clé que le dialogue social peut jouer. Justement, vous parliez, Manal, du changement climatique. Donc, c'est là que je vais reprendre avec Andrea. Comme je le disais, Andrea coordonne aussi les travaux sur le changement climatique, sur les conséquences sur le marché du travail du changement climatique et des politiques pour réduire les émissions dans le contexte de la direction de l'emploi et des affaires sociaux à l'OCDE. Et donc, j'aimerais bien effectivement lui poser une question qui est liée au dialogue social dans ce contexte. Donc, on dit effectivement que faciliter la transition à une économie neutre en carbone n'est pas seulement nécessaire pour atteindre la neutralité climatique, mais aussi pour protéger les travailleurs employés dans des secteurs à forte intensité d'émissions. Ces travailleurs subissent déjà des conséquences d'un stress thermique accru. Un rapport récent de l'OCDE, dont vous êtes auteur, intitulé Feeling the Heat, Working Under Increasing Temperatures. Et là, je ne vais pas essayer de traduire, j'espère que c'est suffisamment clair, souligne l'importance d'adapter les lieux de travail et aussi de protéger les travailleurs. Et l'OCDE reconnaît la valeur essentielle du dialogue social pour promouvoir cette croissance inclusive, des emplois de qualité, des marchés de travail sains, menant à une croissance au plus durable et équitable. Et le rapport mentionne aussi que plusieurs gouvernements, avec la participation des partenaires sociaux, développent déjà des stratégies spécifiques. Pourriez-vous, Andrea, nous en dire plus sur les mesures que le pays met déjà en œuvre avec les partenaires sociaux pour protéger la santé, la sécurité des travailleurs, pour adapter les lieux de travail? Quels sont des exemples concrets de ces initiatives? Merci beaucoup pour l'invitation et pour la possibilité de vous présenter brièvement notre travail et des réflexions qui sont en cours. Ce sujet bouge à l'heure qu'on parle, disons, rien n'est figé. D'abord, deux réflexions générales. Une, c'est que adresser les défis au sens large de la transition écologique n'est pas juste une question qui concerne des règles et des lois. Il y a une question d'adhésion sociétale plus large et de compréhension des défis et donc des efforts, dans certains cas, qu'on doit mettre en place, qui demandent donc une implication plus large. Ce n'est pas juste une question d'avoir un scientifique ou un expert dans hygiène et sécurité au travail ensemble et sortir une nouvelle règle, un nouveau seuil, une nouvelle mesure. Il faut ça, mais il faut une acceptation plus générale, une compréhension plus générale de ce que sont les défis. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que plus que dans d'autres sujets, je pense, il y a une certaine granularité et complexité du sujet. Donc, il n'y a pas les mêmes défis, si je parle de la France, par exemple, entre les Pays Basques et le Nord. Il n'y a pas le même défi dans une entreprise en campagne et dans une entreprise en ville. Il n'y a pas les mêmes défis dans l'industrie et dans le tourisme. Donc, il y a une certaine granularité qui peut être compliquée à appréhender avec un instrument qui, par définition, est quand même un peu rigide comme celui de la loi. Et c'est là où il est intéressant donc de mobiliser le dialogue social, qui, par contre, par définition, est beaucoup plus flexible et granulaire, et donc d'avoir
des retours qui viennent aussi du bas et que pas que du haut. Il y a des raisons, disons, de santé et humaine liées à ce sujet, mais il y a aussi des raisons économiques. Et laissez-moi juste les rappeler. Le changement climatique, la hausse des températures, le stress thermique n'a pas juste un coût humain qui peut être très très fort. Et Manal mentionnait tout à l'heure la question des données. Ben, par exemple, pour l'instant, on a très peu de données sur les accidents liés au stress thermique parce que pour la plupart des cas, ils sont liés à d'autres facteurs. Donc un problème cardiaque, un AVC, etc., mais qui est la conséquence du stress thermique. Mais ce n'était pas la cause première. Mais tout ça, par exemple, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, dans la plupart des pays, on n'en sait rien du tout. Mais donc je disais, ça a des coûts sanitaires, mais aussi des coûts économiques importants sur le PIB, la productivité, et qui demande, et je pense, et qui appelle à l'intérêt de toutes les parties à travailler sur ça. On a des exemples, on a recensé des exemples intéressants. C'est pas étonnant, peut-être que c'est surtout des pays du sud de l'Europe qui ont commencé à travailler à ce sujet. Au moins, si on parle de l'Union européenne, l'Espagne, la France, la Grèce, mais en partie l'Allemagne aussi est en train de travailler à ce sujet, sur élaborer des plans. Donc, tout d'abord, il faut comprendre l'état du défi, parce qu'il y a un exercice qui est compliqué aussi, un peu de projection future au-delà de l'immédiat. Comprendre quels sont les défis, où et de quel type. Comme je vous disais, le défi est particulièrement granulaire. C'est pas un défi qui est le même à travers toutes les industries et secteurs. Et donc en Espagne, France et Grèce, il y a des plans de formes différentes et variées qui ont été développés ces dernières années. En Allemagne, il y a des ateliers en cours qui devraient se compléter en 2025. Et dans ces cas, les partenaires sociaux sont impliqués. Mais ce n'est pas que le seul exemple. Donc ça, c'est des implications surtout au niveau national. Mais on voit que les partenaires sociaux, aussi au niveau sectoriel ou régional, travaillent ensemble à définir, par exemple, des seuils de température qui peuvent être problématiques ou de préparer ensemble des lignes directrices pour aiguillonner les entreprises et les syndicalistes sur le terrain sur quoi faire le jour venu. C'est un exemple, par exemple, dans les comisiones obreras en Espagne qui font ce genre de travail. Et finalement, dernier point, une question importante, une question de sensibilisation. Parce que c'est souvent un processus encore un peu lent. Donc par rapport à d'autres sujets liés au changement climatique qui sont plus dramatiques et plus soudains et plus peut-être visibles, souvent la question de la température elle est moins visible. Disons oui, il fait un peu chaud quelques semaines en été, bon, c'est comme ça, mais on peut voir dans les données, en général, dans la population, les effets sur la mortalité peuvent être importants, même si c'est juste 1, 2 degrés en plus, et on pense juste que oui, on transpire un peu plus, mais bon, on va y faire avec. Donc c'est un sujet sur lequel je pense qu'il y a encore un travail de sensibilisation à faire, et sur ça, à nouveau, les partenaires sociaux peuvent avoir un rôle important de chaîne de transmission. Donc, entre ce qui se fait, par exemple, au niveau national et sur le terrain. Parce qu'au final, et je termine là, le défi, c'est faire tomber sur le terrain toutes ces discussions et l'application de ces règles. Parce que oui, on peut avoir les meilleures règles du monde, les meilleures lignes directrices, les meilleures pratiques, mais on le sait, c'est compliqué à la fin, au jour venu, de les mettre en place parce qu'il y a toujours une autre priorité où on ne les avait pas bien comprises, où on les met pas bien en place. Donc, c'est très important d'agir sur le niveau sensibilisation et je pense que sur ça, les partenaires sociaux, les employeurs avec les entreprises, mais aussi les syndicalistes envers les travailleurs, parce que sachons, et je termine, mais quand il fait chaud, euh, avoir tous les instruments de sécurité, par exemple, sur un chantier, ça augmente la chaleur. Donc avoir le casque, les bottes, etc., ça devient plus lourd. Donc peut-être c'est le travailleur même qui ne va pas appliquer, suivre les règles de sécurité parce qu'il a trop chaud, il ne supporte pas. Donc vous voyez, il y a aussi des interactions qu'il faut prendre en compte et je pense que c'est vraiment un rôle important sur le terrain et c'est pas quelque chose qui peut être fait que dans une salle d'un ministère au niveau centralisé.
Merci Andrea, merci d'avoir ressouligné ce point que Manal avait déjà fait sur le fait que les syndicats et les partenaires sociaux sont très près du terrain, on peut aider à gérer cette granularité que vous avez évoquée dans le domaine du réchauffement climatique, mais aussi plus en général avoir disons, un contact plus direct avec les défis qui se présentent sur le lieu du travail, récolter des informations et contribuer à la recherche comme Mana le disait avant. Et là, je me tourne vers Camille Brunel. Donc, comme je le disais, Camille fait partie de l'ICSI. L'ICSI est une association qui œuvre à améliorer la sécurité dans les entreprises, en favorisant aussi un débat ouvert pour diffuser une culture de sécurité auprès d'un large public. Donc, comme je le disais, Camille Brunel lui-même est parfois apporté à faire des formations, par exemple, sur le lieu du travail. Comme on disait avant, vous reconnaissez l'importance du dialogue social dans ce contexte. Et pour aborder, par exemple, les spécificités du dialogue social sur la sécurité, l'ICSI a organisé un groupe d'échange spécialement sur ce sujet, le sujet du dialogue social et de la culture de sécurité en 2023. Alors, je vous pose une question. Dans quelle mesure le dialogue social constitue-t-il un atout précieux pour le développement et l'ancrage de la culture de sécurité dans les organisations? Donc, on revient à cet élément un peu du dialogue social qui permet d'ancrer, qui est plus près du terrain que Manal et André ont déjà évoqué. Mais avant ça, je crois que vous avez une vidéo à nous montrer. Oui, merci pour votre introduction, Glenda. J'espère que vous m'entendez bien. Bon, je souscris complètement à ce qui a été dit par les deux personnes qui m'ont précédé, hein. L'importance de ce dialogue social pour construire un certain nombre de solutions visant à nous protéger des accidents les plus graves. Je vous propose, pour répondre à la question qui m'a été posée, effectivement, de regarder ensemble une vidéo. Donc, je vais partager mon écran. Vous me confirmerez que le son, donc je partage l'audio avec. L'idée, c'est de toucher directement cette question du lien entre dialogue social et sécurité. Et pour nous, il y a une conviction qu'on partage, hein, Alexis, hein, c'est l'idée que c'est une relation gagnant-gagnant. La sécurité profite au dialogue social et le dialogue social est absolument nécessaire pour développer et ancrer une culture de sécurité. On va le voir à travers une vidéo et puis je reviendrai pour aborder quelques points. Alors, hop, je vais me mettre en grand écran, en diaporama. Voilà. Vous me confirmez que vous voyez mon écran? On voit votre écran, oui, Alors, mettez le son. je vais envoyer la vidéo. C'est une vidéo qui vient d'être sortie, hein, par les équipes ICSI. Effectivement, comme vous l'avez dit, Glenda, à la sortie d'un groupe d'échange. Vous êtes les premiers à la visionner et elle sera incessamment sous peu disponible à l'ensemble des personnes qui souhaitent la visionner. Donc, j'espère que le son va fonctionner. Vous me faites un petit pouce, peut-être, Je Glenda? vais vous dire, oui. Allez-y. Merci. Vous êtes représentant du personnel, membre d'une organisation syndicale? Vous avez à cœur d'agir sur la santé, la sécurité et les conditions de travail? Alors vous êtes un acteur incontournable du dialogue social au service de la sécurité. Un rouage essentiel au développement de la culture de sécurité. Définition. Culture de sécurité. Ensemble de manières de faire et de penser partagées par tous les acteurs d'une organisation pour maîtriser les risques. Pour qu'elle soit performante, nous avons besoin de plusieurs ingrédients essentiels. Une conscience partagée des risques, Mais oui! un engagement managérial et l'implication des salariés, De la transparence dans les échanges. de la vigilance constante, des attitudes prudentes, Mais oui! des règles et réalités de terrain en cohérence. Un environnement de travail fiable et une place centrale accordée à l'humain. Voilà. 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 Mais pour que l'alchimie opère, nous devons y incorporer généreusement du dialogue social. Il va permettre de dynamiser la culture de sécurité, la faire vivre et la faire grandir. Pour mettre en place un dialogue social efficace, l'entreprise doit se donner des moyens et du temps. Et surtout que chacun respecte
les différents points de vue et se sentent sur un pied d'égalité dans les discussions. Et là, c'est vous, les représentants du personnel. Vous êtes sur le terrain et portez la voix du travail réel au sein de toutes les instances. Vous êtes un lien privilégié entre la direction de l'entreprise et les salariés. Grâce à vos échanges, aux discussions, les sujets tapis dans l'ombre sont révélés au grand jour. Une règle inapplicable, des conditions de travail accidentogènes, une situation dégradée, un déséquilibre contrainte-objectif-ressources. Et toute la proactivité des équipes est alors mise en lumière. Les bonnes pratiques, les initiatives, les adaptations aux situations réelles, car on le sait, entre les prescriptions et la réalité de terrain, l'écart peut être grand. En cas d'incident ou d'accident, vous alimentez le retour d'expérience pour en tirer des enseignements. Sur la voie du dialogue social, l'information circule et la conscience partagée des risques importants s'active. Un effet pédagogique pour une meilleure mobilisation collective. Ensemble, nous faisons de la sécurité un véritable projet collectif, un enjeu fédérateur, aux effets positifs même sur les autres sujets des débats sociaux. C'est un défi qui profite à tous, car qu'on se le dise, personne ne détient lui seul les clés de la sécurité. Vous êtes... Bon, ça va, le son a été audible, donc je vous remercie Très donc, bien. d'avoir Très bien. visionné cette vidéo. Évidemment, c'est essentiel d'aborder cette question du dialogue social, et vous l'aurez compris à travers la vidéo, il est un lien entre l'ensemble des ingrédients qui permettent le développement d'une culture de sécurité. Cette culture de sécurité, si on veut qu'elle serve à la maîtrise des risques, et en particulier aux risques les plus graves, on a nécessairement besoin de mobiliser l'ensemble des acteurs de l'organisation, allant du top management jusqu'aux équipes, des salariés de l'entreprise aux entreprises qui interviennent sur les installations. Si le dialogue social n'a pas lieu ou il n'est pas de bonne qualité, c'est toute la machine qui est grippée. Et on le voit dans l'ensemble des interventions que l'on mène, dès que le dialogue social se fait dans un climat positif, serein, que les acteurs sont mobilisés dans la démarche de culture de sécurité, c'est tout un ensemble d'ingrédients qui fonctionnent mieux et ça a du sens pour les équipes, ça a du sens pour les représentants du personnel et on voit bien que l'ensemble des acteurs contribuent au développement de chacun de ces ingrédients. Donc, le dialogue social, on en a absolument besoin. On voit aujourd'hui qu'il n'est pas évident. Il est un peu tendu actuellement. On sent bien qu'il y a des sujets de crispation et c'est extrêmement dommage et défavorable à toutes les actions qui sont menées par l'entreprise sur le sujet de la sécurité. Donc évidemment, à nous tous, là, on est ravis de participer à des initiatives telles que menées par Global Deal parce que aujourd'hui, on doit faire en sorte, hein, évidemment, d'aider au maximum les représentants du personnel et à être des acteurs importants du dialogue social et être associés dans l'ensemble des activités qui sont menées sur les sujets. Donc, l'avantage qu'on a, c'est que la sécurité, c'est un sujet fédérateur. Je crois que dans l'entreprise, tous les acteurs veulent que ça fonctionne. On a intérêt à ce que ça fonctionne. On a intérêt à ce que la sécurité ait toute sa place dans les arbitrages, à la fois stratégiques de l'entreprise, mais aussi des arbitrages qui sont faits de façon plus de tous les jours, au quotidien. Et donc, c'est un sujet fédérateur qui va aider à co-construire le dialogue social. On voit, quand on aborde la sécurité et ces sujets-là, que ça crée une certaine attention, une envie de travailler ensemble, d'œuvrer ensemble. Donc, c'est évidemment un carburant d'une certaine mobilisation des acteurs du dialogue social. Et comme je le disais, le dialogue social sert au développement de cette culture de sécurité. Pour vous donner quelques exemples, hein, il sert évidemment, vous l'aurez vu dans la vidéo, à la mobilisation de tous, qui est une clé hein, pour construire cette culture, parce que il est fondamental de permettre une diversité de points de vue, avoir des gens qui ont des visions différentes, de se confronter au bon sens du terme, de pouvoir partager leurs visions, leurs perceptions différentes. Il n'y a rien de pire qu'une entreprise qui se contenterait d'une seule voix, une seule vision. On a besoin de cette confrontation pour entretenir un certain niveau de veille sur la maîtrise des risques. Le dialogue social, il sert évidemment à partager la conscience des risques,
On a dans des organisations le besoin de se dire, mais finalement, quels sont les risques auxquels on fait face? Quels sont les risques qui menacent notre organisation, qui menacent la santé et la sécurité des salariés? Et c'est fondamental que les acteurs du terrain puissent remonter aussi ces risques-là, qui peuvent être parfois nouveaux, mal maîtrisés, pour lesquels on peut avoir certaines difficultés dans l'application de règles qui sont soit non pertinentes, soit incohérentes entre elles, soit difficilement applicables. Voilà, donc évidemment, ce dialogue social, on a aussi besoin pour agir, par exemple, sur ce qu'on appelle les barrières, comme l'amélioration de la sécurité technique, grâce aux remontées des situations dangereuses et des situations à risque, comme des problématiques d'ergonomie des postes, comme des problèmes de dégradation de l'état des installations, mais aussi de dégradation de l'état des collectifs, des individus. On a besoin que les gens nous remontent la fatigue qui s'accumule, les frustrations, les difficultés de compréhension, toute la relation avec les entreprises extérieures. Donc, vous l'avez dit, hein, Manal, Andrea, on a absolument besoin de s'appuyer sur les représentants du personnel qui sont, on le reverra plus tard, les vigies, en quelque sorte, du travail réel, des conditions réelles dans lesquelles on met les salariés et la prise en compte de la dimension humaine, organisationnelle dans la sécurité, elle passe nécessairement par une meilleure qualité du dialogue social. Donc voilà une conviction qu'on partage tous ensemble et c'est super qu'on ait comme ça des initiatives venues de Global Deal pour continuer à œuvrer dans ce sens. Merci Je vais beaucoup pour cette. départager. Hop. Oui, il y a déjà par ailleurs certains commentaires pour savoir si vous pouvez partager la présentation. J'imagine la vidéo qui était aussi très motivante, très intéressante. Donc, merci beaucoup. Je reviens à Andrea parce que justement, on a évoqué le rôle jusqu'à maintenant fondamental du dialogue social. Mais déjà, il faut que le dialogue social soit là en premier, donc il faut laisser suffisamment d'espace pour promouvoir ce dialogue social vivant et pour que les partenaires sociaux puissent jouer ces rôles clés que Manal, vous, Andrea et aussi Camille, vous avez évoqués après sur le terrain. Donc, comment vous pensez, Andrea, qu'on pourrait trouver un équilibre pour mettre en place un cadre législatif adéquat pour soutenir le dialogue social? Est-ce que vous avez de bonnes pratiques que vous pourriez partager avec nous? Vendredi matin, en même temps que le point. C'est une S'il vous plaît, vous pouvez voilà, éteindre vos micros. Allez-y. Donc oui, non, c'est une bonne question dans le sens que au final, c'est un peu un sujet qui fâche parce que évidemment ici, je pense qu'on est en train de prêcher aux convertis d'une certaine façon, ou au moins une bonne partie, j'imagine, ce sera des gens qui sont convertis et qui croient dans le rôle du dialogue social et c'est pour ça qu'ils s'engagent. Mais il faut être honnête, surtout, bon, ici on parle en français, j'imagine on s'adresse à un public qui est largement français, donc le dialogue social en France a ses limites, mais il est sûrement plutôt développé, et surtout si on le compare à d'autres pays de l'OCDE ou des pays européens. Ailleurs, la situation est beaucoup moins évidente, le dialogue social est beaucoup moins développé, mais justement, donc, ça ne veut pas dire que ça, il ne peut pas jouer un rôle. En fait, je pense que ça peut jouer un rôle surtout sur ces sujets un peu plus spécifiques où il y a clairement un intérêt des deux parties à trouver des solutions qui soient efficaces pour le business et pour la santé et la sécurité des travailleurs. Donc, je pense que même ailleurs, on peut trouver d'intérêt. Donc, d'un côté, il faut développer un peu plus le dialogue social au sens général, donc mettre en place des instruments et d'outils et des incitations pour que le dialogue social se développe.
Il y a beaucoup d'initiatives. Bah, le Global Deal en est une, mais au niveau de l'Union européenne, il y a des recommandations récentes pour promouvoir le dialogue social. Donc je pense que ça, c'est un peu le point de départ. Donc il faut avoir des pratiques, des acteurs. Il faut aussi avoir des gens simplement qui s'assoient autour d'une table ou autour d'un Zoom et qui se parlent et qui aient l'intention de parler. Donc comme disait la vidéo, si j'ai bien aimé, de se reconnaître, d'avoir l'intention d'arriver à quelque chose. Tout en sachant que je pense qu'il faut un socle commun, une sorte de socle minimum, que donc peut-être la loi doit définir, mais tout en donnant la possibilité au dialogue social de faire des variations autour de ce socle. Parce que justement, il faut le défi, et c'est là où peut-être le dialogue social français atteint un peu ses limites, c'est pas évident de trouver un bon équilibre entre la loi et le dialogue social. Parfois, il me semble, je me permets de le dire, je ne suis pas français, donc je serais bien heureux d'être corrigé, mais parfois il y a un peu une tendance, au moins une sensation qu'en France, le dialogue social, c'est pour quand même arriver à une codification dans la loi, au moins dans certains domaines. Et cela, finalement, réduit l'espace pour le dialogue social même, parce que le dialogue social, la négociation collective, c'est avoir des marges pour justement pour négocier. Moi, je te donne ça, toi, tu me donnes ça, mais il faut avoir ces marges. Si on n'a pas les marges, c'est difficile de comprendre. On peut échanger. Donc, deux points. Je pense qu'il y a un bon exemple français qui s'applique pas vraiment aux questions d'hygiène et sécurité, mais je pense sur le côté changement climatique, impact du changement climatique. C'est un dispositif, un outil qui pourra être développé beaucoup plus que c'est ce qu'en France on appelle les EDEC, donc engagement, développement de l'emploi et des compétences. Donc, comme dit le nom, pour l'instant, c'est un peu plus sur le côté compétences, mais je pense que c'est un accord entre les branches et l'État pour, d'un côté, un volet analyse, études, un volet plus ingénierie, développement de dispositifs adressés en particulier aux petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Donc je pense que c'est un bon exemple, assez souple, pas très codifié, où les branches se saisissent d'un sujet. Dans ce cas, ça pourrait être hygiène et sécurité liée au changement climatique, mais ça peut être autre chose, et pour d'abord analyser le défi, parce que je répète, il y a des défis qu'on connaît, il y a des défis liés au changement climatique qu'on ne connaît pas, qu'on a du mal à saisir dans leur niveau granulaire. Ok, les températures augmentent, d'accord, ça peut-être tout le monde le sait, mais où, comment, combien, quelles sont les perspectives, les scénarios. Après, il y a des questions d'eau, de manque d'eau ou de soulèvement des eaux. Il y a une question dans les zones balnéaires de algues, micro-algues, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de défis qui dépassent largement les connaissances que les experts côté travail, disons, peuvent avoir et qui peuvent être développés via ces engagements. Mais aussi des outils d'ingénierie, comme je disais, donc des dispositifs, des choses assez autodiagnostiques, assez pratiques pour les petites entreprises qui peuvent donc aider exactement là où le dialogue social n'arrive pas ou a peine à arriver. Et je termine juste sur un point. En anglais, on dit qu'il faut deux pour danser le tango. Et it takes two to tango. Donc on ne peut pas danser le tango juste, juste d'un côté. Donc, alors que c'est assez clair la raison et la motivation que les représentants des travailleurs peuvent avoir à s'engager dans ce sujet, il faut aussi se poser pour faire un cas et mettre bien au clair pourquoi ça peut être intéressant de recourir au dialogue social pour les employeurs. Parce que, faut être honnête, pour certains employeurs, le dialogue social, c'est vu comme l'énième obligation, l'énième processus, l'énième perte de temps, etc., etc. Donc, si c'est ça, ils peuvent s'asseoir à une table, mais ils n'arriveront à rien de productif. Donc, il doit avoir une motivation, et la motivation, là, je pense, c'est trouver un cadre qui permet à l'entreprise de travailler bien, de continuer à travailler dans toutes conditions et de définir aussi les responsabilités légales qui peuvent être impliquées pour les entreprises. Donc là, je vois des raisons d'implication et donc si le dialogue social arrive à donner des réponses concrètes à l'employeur, je pense que l'employeur aura envie d'aller lui-même ou elle-même et dire ben, j'y vois un intérêt. Si c'est juste pour contraindre l'activité, etc., évidemment, je comprends aussi une certaine réfractarité, je ne sais pas si
non, être un peu réfractaire de la part de l'employeur. Donc je pense construire un business case pour les employeurs, c'est très important pour que les grands ils connaissent, mais peut-être les petits et les moyens qui ont aussi peu de temps et peu de moyens pour consacrer au dialogue social ou en tout cas même un échange au niveau d'entreprise, je pense que c'est également important. Merci, merci Andrea pour ces observations. Je reviens maintenant à Camille. Je reviens un peu encore sur le point qu'on a fait plusieurs fois, que le dialogue social est important aussi pour être plus connecté sur le terrain, nourrir une culture de transparence et de confiance. Par exemple, je fais le parallèle avec le rôle du dialogue social dans le contexte de la formation des compétences. Donc, par exemple, les partenaires sociaux dans certains pays, il y a eu pas mal d'initiatives où ils vont parler aux travailleurs, donc au Oui, sujet parfois qui sont pas faciles à aborder spontanément, comme des difficultés en lecture, des difficultés en compétences de base. Et là, en parlant à quelqu'un de confiance, il y a plus d'admission de ces lacunes et aussi de soutien de la part du représentant des syndicats dans ce cas et d'aide, accès à la formation. Donc, j'imagine qu'il y a un peu, pour ce que j'entends de vous, mais aussi de Manal et d'Andrea, un rôle similaire dans le contexte de la sécurité, de la santé au travail. Donc, cette liberté de oui. parler plus facilement aux représentants syndicaux, à quelqu'un qui est près de leur réalité. Donc, comment ce dialogue social peut nourrir cette culture de transparence et de confiance, justement, par le retour d'expériences positives ou négatives et pour prévenir des situations de risque? En question, c'est un défi, hein. C'est un défi aujourd'hui pour les entreprises d'arriver à instaurer une communication fluide, qu'elle soit descendante, remontante. Euh, à l'ICSI, mais pas que, c'est pas nous qui avons inventé ce mot, mais le terme qu'on utilise beaucoup, c'est la question du silence organisationnel. C'est l'idée que des informations importantes pour la sécurité, clés qui auraient pu éviter d'un accident ou au contraire des bonnes pratiques qui permettent de progresser, sont disponibles au niveau du terrain, existent, sont dans les têtes et dans les mains des travailleurs, mais ne remontent pas, ne sont pas traités au bon niveau et ne permettent pas à l'entreprise de progresser, voire même entretiennent l'idée que l'entreprise, tout va bien, les indicateurs sont verts, on avance. Et de l'autre côté, on a une prolifération de règles, de procédures liées à nos organisations qui grossissent, peut-être aussi à une crainte juridique ou à des dimensions où il y a de plus en plus d'experts qui pensent le travail sans y être, et c'est pas pour leur jeter la pierre, hein, sans y être sur le terrain, mais une sorte d'expertise, de management qui est dans une contrôle par les procédures, par la prescription. Et, euh, et ce silence organisationnel, aujourd'hui, il faut absolument lutter contre tous les mécanismes qui conduisent à ce silence organisationnel. Et la voie du dialogue social, là encore, elle doit être extrêmement activée. Bien mieux qu'elle ne l'est, probablement très bons exemples, mais il y a des moments où elle est mise à mal, en vraie difficulté, avec parfois voilà, des espaces de négociation, de discussion dans le CSE, d'analyse conjointe sur le terrain qui ne se font plus ou pas assez. Et donc l'idée de travailler sur finalement, quelque part encore, pardonnez-moi le terme que j'utilise, des jargons qu'on utilise encore une fois, mais que vous connaissez sans doute, ce qu'on appelle la distinction entre le prescrit et le réel. Et nous, en sécurité, on va parler de sécurité réglée, portée par les règles, les prescriptions, où l'idée, c'est d'anticiper un maximum les situations et de mettre en place des barrières, qu'elles soient humaines, techniques, organisationnelles, par un ensemble de prescriptions. Et de l'autre côté, il faut le voir comme les deux faces d'une même pièce, ce qu'on appelle la sécurité gérée. Hein, c'est la conviction que, et vous le savez, et on sait tous, que les règles ne suffisent pas à elles seules d'assurer la sécurité, car aussi indispensables qu'elles soient et aussi fondamentales, elles ne couvriront jamais la diversité des situations auxquelles font face les salariés. Variabilité des environnements, des états, les aléas, un individu n'est pas le même d'une heure à l'autre, les collectifs ne sont pas les mêmes, donc il y a un ensemble de variabilités, et la plupart du temps, ces variabilités sont gérées par les acteurs de terrain,
par leurs initiatives, leur professionnalisme, leurs compétences, par leur capacité d'adaptation à ces situations réelles, euh, et notamment aussi à l'entraide qu'il y a entre les salariés, avec, je l'espère, le plus possible le soutien de la hiérarchie. Mais ces sujets-là de variation et de variabilité, et la manière dont c'est géré par les équipes, ça ne doit pas être tabou dans l'entreprise. Ça doit être absolument remonté, discuté, faire l'objet justement. Il ne s'agit pas d'essayer de plus en plus de couvrir ces situations par des règles, mais d'être très transparent sur l'idée que le gérer fait intrinsèquement partie de l'activité humaine. Inévitablement, il y aura ces écarts. Et la question, c'est comment on organise ce gérer. Et ça, je trouve que les représentants du personnel, c'est ça qui doit être dans le cœur de la discussion, du dialogue social. C'est extrêmement légitime de parler des situations qui ne sont pas couvertes par les règles, où il faut faire preuve d'adaptation, comment on fait, comment on agit, quelles sont les compétences à développer face à des situations d'aléas. Et ça, tant qu'on n'a pas une certaine confiance à pouvoir challenger la qualité de la règle, challenger la pertinence des règles ou le fait qu'elles soient encore une fois parfois contradictoires. Et si on a en face des gens qui se font la sourde oreille en disant il y a la règle et puis vous l'appliquez, il n'y a qu'à faucon, évidemment, ça n'aide pas beaucoup évidemment à identifier ces situations, ils le sont pour la plupart du temps, à savoir les remonter, à savoir les discuter, à savoir évidemment en parler aux équipes, parce que parfois il y a des initiatives qui sont risquées, il y a des prises d'initiative face à des situations comme ça, où on sort des règles qui sont dangereuses, et là on sort de la zone, je dirais, vraiment de sécurité, mais la question des adaptations est tout à fait entendable. Donc nous, on travaille beaucoup, et je l'espère pour les représentants du personnel, que c'est un sujet sur lequel, je l'espère, ils sont, mais ça suppose, Glenda, comme vous l'avez dit, qu'il faut travailler sur les compétences des opérateurs, avec le professionnalisme qui aujourd'hui doit être absolument valorisé, cette culture de métier doit être valorisée. Et les représentants du personnel ont un rôle énorme à jouer dans cette discussion, sur ce trait d'union entre le régler et le gérer, à supposer qu'on ait petit à petit levé toute source de silence et en permettant le débat, parfois un peu sensible, autour de la pertinence des règles, de leur applicabilité et l'acceptation on va laisser des marges de manœuvre aux équipes pour faire le travail. Ça, c'est un sujet de dialogue social qui doit être d'autant plus aujourd'hui au cœur des priorités. Merci, merci Camille. Et j'arrive à Manal pour cette dernière question du panel. J'espère qu'on aura le temps pour au moins une ou deux questions. Moi, j'en ai quelques-unes pour vous, pour après. Et Manal, je voulais vous demander, donc vous travaillez, on l'a dit déjà, vous couvrez beaucoup de différentes interventions, mais aussi vous avez travaillé beaucoup avec plusieurs pays. Comment, selon vous, on peut garantir cette consultation, participation et coopération des travailleurs et des employeurs dans la gestion de la sécurité santé au travail? Donc, Andrea disait, il faut deux, pour danser le tango, il faut la coordination, non? Donc, on peut pas le faire comme je le faisais quand j'apprenais le tango, c'est-à-dire on allait dans une direction et l'autre dans l'autre et ça marchait pas. Donc, il faut vraiment travailler ensemble. Donc, est-ce que vous pouvez nous fournir des exemples concrets, Manal, de comment ça se fait dans certains pays ou dans certains domaines? Oui, bien sûr, merci Glenda. Et c'est intéressant d'écouter tous les intervenants avant moi et on est tous d'accord, bien sûr. Mais il faut aussi rappeler que en ce qui concerne la santé, sécurité, travail, c'est un droit fondamental de travailler dans un milieu sain et sûr. C'est un droit. Alors, oui, le dialogue social, c'est essentiel, mais on se base aussi sur des, euh, la législation qui existe et beaucoup de choses. Alors, c'est vraiment un duty de la part des employeurs et le dialogue social vient appuyer, soutenir là où il y a un manque pour mieux faire ces politiques, mieux les appliquer, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est pas la seule solution et c'est pas quelque chose volontaire quand on parle de la vie et des accidents. C'est déjà voilà bien inscrit dans la législation et maintenant on regarde comment mieux l'appliquer, mieux gérer les évolutions et tout ça. Alors pour nous, j'aimerais revenir aux structures qui doivent déjà être là pour la consultation. C'est pas quelque chose qui se passe peut-être une fois
fois par mois ou cette année on va consulter, l'année prochaine pas. Euh, on a la Convention 187 qui appelle à la création d'un organe consultatif tripartite national chargé des questions de SST. Cet organe est mis en place. Par exemple, aujourd'hui, on a fait une recherche dans 80% des États membres de l'OIT. Et cet organe constitue un forum où les parties peuvent se rencontrer d'une manière très régulière, discuter de la SST, mais en garantissant cette consultation sur les questions particulières et pertinentes et avoir cette possibilité d'examiner d'une manière périodique toutes les politiques et tous les programmes de SST. Ils peuvent aussi faire appel à d'autres institutions et d'autres commissions. Ça dépend du sujet qu'ils vont discuter. On comprend que le SST, c'est un domaine scientifique très large, multidisciplinaire. On a besoin de beaucoup d'expertise sur les risques psychologiques, chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques. Alors, il faut toujours être ouvert à consulter avec une base très forte de représentants de travailleurs, des employeurs et gouvernements. Ça, c'est au niveau national. Si on regarde, par exemple, l'Argentine, la comité peut ordonner la constitution de commissions techniques pour traiter des questions qui nécessitent une analyse plus détaillée. Les fonctions de ces organes, bien sûr, varient entre tous les pays. Ça peut être vraiment pour réviser la législation et les politiques. À Kenya, par exemple, c'est le comité qui conseille le ministre sur les politiques nationales. Le comité travaille sur des propositions législatives et la mise en œuvre des conventions de l'OIT. Le conseil promeut des bonnes pratiques et essaye de développer cette culture de prévention. Voilà, c'est eux qui révisent les lois et les règlements liés à SST. Ils analysent eux aussi les statistiques, toutes les données sur les accidents de travail. Et après, ils peuvent publier des normes et des orientations pour aider les employeurs et les employés à maintenir des standards adéquats. Euh, En Italie, on voit par exemple le comité, c'est eux qui élaborent les procédures d'évaluation de risque et c'est eux qui définissent les critères de certification. Ça, c'est très important parce que ça peut aller dans tous les sens. Ces certifications pour les entreprises, il y a tout le monde qui accroche un certificat de quelque chose, mais il n'y a pas la validation ou la révision un peu plus institutionnelle ou centralisée qui gouverne ces certificats. Alors, ce rôle de cette structure ou cet organe tripartite national devient très important. Si on va regarder au niveau du travail des entreprises, aussi nos conventions 155, 187 et aussi leurs recommandations, les 164 et 197, il définit clairement la nécessité d'avoir un comité bilatéral entre les employeurs et les représentants des travailleurs. Et ce sont ces comités bilatéraux qui sont très efficaces de permettre aux travailleurs et aux employeurs ensemble de coordonner les différentes nécessités pour la SST et traiter les questions qui sortent dans le milieu particulier de travail, dépendant de la production et du schéma de travail. On a fait une recherche en 2023 et on a vu que 73% des États membres de l'OIT demandent que leur législation impose qu'il y a cet comité qui est formé au niveau de chaque entreprise. Bien sûr, ça dépend du nombre des employés. Par exemple, en Finlande, si les employés des entités dans lesquelles il y a au moins 10 personnes, ils doivent régulièrement avoir un représentant de la SST. Mais si l'entreprise compte au moins 20 employés, ils ont l'obligation d'avoir un comité de SST pour une période de 2 ans. Et ça peut changer chaque 2 ans. Et quand c'est obligatoire, la législation nationale, elle peut même préciser la composition de ces comités et même les activités dont un comité est chargé et les droits et les responsabilités des membres. Parce que c'est très bien de préciser tout ça en avance, sinon le rôle peut être soit rétréci, soit élargi en dépendant du pouvoir des employeurs ou
normalement des employeurs, dans cette composition. Le conseil pour les employeurs peut élaborer des règlements, des plans qui garantissent la SST dans les entreprises. Alors c'est très important d'avoir ces structures au niveau national avec des règlements, comment ça fonctionne, les droits de chacun dedans, et pour suivre tous les développements scientifiques et d'autres au niveau de la SST. Alors, pour terminer, le dialogue social, pour nous, on trouve que c'est très efficace. Ça remplit un besoin qui vient soutenir les différents règlements au niveau national, mais c'est la seule manière qu'on peut vraiment garantir ce droit fondamental à un lieu de travail sûr et sain pour chaque travailleur. Merci. Merci Manal, merci beaucoup. Merci de nous avoir rappelé au début qu'il s'agit effectivement de travailler dans un lieu sûr et salubre. C'est un droit fondamental, qu'il y a quand même des législations, un devoir. Après, comme vous le disiez, le dialogue social peut aider à améliorer l'application, mais il y a quand même un ancrage qui est assez législatif et réglementaire. Euh, j'ai une question pour les trois, très brièvement. Je vois pas de questions dans la chat, donc c'est moi qui la pose. On a beaucoup parlé de risques physiques, disons. Donc, on a parlé de chaleur, on a parlé dans les différents exemples, un peu tout se référait à des risques matériels. Mais j'imagine, et Manal l'a évoqué au départ, parce que vous parliez par exemple de l'adoption de l'intelligence artificielle. Alors, ça ne va il y a peut-être aussi des risques physiques, mais j'imagine que les risques sont plutôt des risques psychosociaux, des risques de stress, des risques de bien-être mental au travail. Et donc, je voulais savoir dans quelle mesure maintenant ça rentre dans tout ce qui c'est la législation, les réglementations qui avaient peut-être été écrites plus tôt pour des conditions physiques, disons, donc des malaises physiques, des accidents, etc. Donc, dans quelle mesure ça rentre dans justement les différentes législations ou est-ce qu'on est en train de les incorporer? À Camille, par exemple, comment l'ICSI voit ça? Donc, je donne la parole à Manal qui vient de parler. Après, on verra si vous avez, Andrea et Camille, aussi quelque chose à ajouter. Manal, à toi de commencer. Merci, Glenda. Je crois que c'est précisément un des sujets les plus importants pour le rôle de dialogue social parce que les risques physiques, parfois, il y a beaucoup de règlements dessus, il y a toute une histoire voilà, tout est en place dans la plupart des pays, mais en ce qui concerne les risques psychosociaux, c'est relativement moins réglé. Yeah, there's less legislation autour de ce sujet. Alors le rôle est encore plus important, comme on voit aussi avec les sujets entre les femmes, les hommes, les different gender specificity, les différents sujets qui peuvent être un peu gênants d'un part et d'autre, ou nouvelles, la maternité, toutes les questions de conditions de travail qui sont pas assez protectrices, je veux dire, dans les règlements qui existent. Alors pour les risques psychosociaux, c'est fondamental et ça sort de plus en plus. Nous, on est en train de travailler sur une nouvelle recherche qui va être sortie en avril 2025 à l'occasion de la Journée mondiale de la santé et sécurité des travail. Et ça va être sur la technologie, l'intelligence artificielle, l'automation, et Automation. le On va dire. robotisation. Et bien sûr, il y a des problèmes ergonomiques physiques, mais la plupart, comme vous avez mentionné, c'est psychosocial et on est déjà en train de voir tous les différents accords bilatéraux et collectifs qui sont déjà en place entre les différents secteurs ou dans
des entreprises particulières. Et c'est des bons exemples qu'on pourra partager dans quelques mois, précisément parce que c'est là où il y a un vide que le dialogue social peut remplir sur ces sujets qui sont contentieux et pas toujours très clairs et demandent un grand changement pour l'employeur et les droits de ces travailleurs qui parfois leurs informations, leurs data et l'insécurité qu'ils vivent durant ces changements de digitalisation qui fait qu'il y a quelques travails qui vont être perdus, d'autres qui vont être remplacés et le droit d'avoir une formation et d'être reformé et upskilled aussi pour pouvoir utiliser ces nouvelles technologies. Alors, il y a tellement de sujets et de chapitres sur ça et le dialogue social va être au centre. Merci, merci Manal. J'espère qu'on aura l'opportunité d'en parler lors de la sortie de votre rapport. On va vous réinviter peut-être pour discuter de ces sujets très intéressants. Camille? Oui, pour faire court, évidemment, bon, encore une fois, je souscris à ce que vient de dire Manal. Il y a évidemment des dimensions spécifiques qui couvrent le champ de la sécurité des risques psychosociaux. Sur les aspects risques physiques, il y a des dimensions techniques. Sur la question des risques psychosociaux, Manal a cité un certain nombre de contextes qui produisent du risque psychosocial. On a tout de même une conviction à l'ICSI qu'on partage avec beaucoup de nos adhérents, c'est que ce qui conduit, les éléments qui conduisent à un accident grave au travail trouvent leurs sources, les mêmes sources que ceux qui conduisent à des risques psychosociaux. Je m'explique, hein, quand on parle de sécurité et quand on prend en compte les facteurs organisationnels et humains, on touche finalement non pas à la sécurité à proprement parler, on touche au fait de bien faire son travail dans des conditions où l'information est claire, où on sent qu'on a le soutien de ses collègues, de sa hiérarchie, où on sent qu'on peut exprimer ses difficultés, où on sent qu'on est au moins reconnu pour le travail et les efforts qu'on fournit. Donc, en fait, quand vous prenez en compte la question humaine organisationnelle, vous agissez sur les risques physiques, évidemment, mais vous agissez beaucoup sur le bien-être au travail, sur la santé des salariés. Euh, des salariés pour lesquels on fait attention, en tout cas on prend soin d'eux et soin de l'environnement dans lequel ils vont travailler, ça pourra les protéger physiquement, mais ça va surtout leur montrer qu'ils sont dans une organisation qui est attentive à leur santé, à leur sécurité. Et je ne dis pas que ça est une garantie pour se protéger des risques, de tous les risques psychosociaux, mais mine de rien, ça donne des éléments qui vont quand même permettre aux uns et aux autres d'évoluer dans un environnement sain. Et je crois que là-dessus, il faut qu'on soit convaincu qu'en agissant dans les profondeurs du fonctionnement de nos organisations et des équipes de travail et de la façon dont les managers agissent, on va toucher tous ces périmètres. Et ils sont très, très, très proches, finalement, en termes de causes profondes. Merci, merci Camille. Andrea, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Bah, juste rapidement, je pense sur les questions des risques non physiques, tout a été dit, ou en tout cas moi, je ne peux pas rajouter. C'est sûrement un sujet, le sujet peut-être qui doit être développé, qui est en train d'être développé, parce qu'il y a un corpus, comme disait Manal, moins affiné. Mais plus en général, je pense que justement, ça a un bon exemple du fait que c'est, comme beaucoup de sujets, mais c'est sûrement un sujet qui évolue et qui change et qui peut changer aussi rapidement. L'autre question, c'est le domaine d'application de ces règles et de ces pratiques. Parce que pour l'instant, ça, comme beaucoup d'autres règles du marché du travail, elles ont été pensées pour une relation de travail de travailleurs dépendants. Donc assez classique d'employés, souvent à temps plein, toute l'année, dans un seul lieu. Les choses se complexifient quand le marché du travail d'aujourd'hui, sur le même endroit de travail, il y a des gens qui ont des contrats différents, parfois même des employeurs différents sur le papier. Et donc, sur qui tombent, disons, les responsabilités de chacun et comment on essaye quand même
de donner un cadre commun à tout le monde. À nouveau, je pense que c'est un exemple des domaines où le dialogue social réfléchi et peut-être plus ou sûrement plus doit être fait. Mais à nouveau, c'est là un domaine où la loi doit donner un socle, parce que Manal a très bien fait de le dire, c'est un droit, il faut pas repartir de là, mais où parfois ça peut atteindre des limites, parce qu'après il y a tout un tas de conformations qui changent d'un cas à l'autre. Mais le droit, il est pour tout le monde, qu'on soit embauché en CDI par l'employeur de la boîte où on travaille, ou qu'on soit en intérim d'une autre boîte et temporairement ce jour-là, ou juste un livreur qui passe par hasard en ce moment dans cette boîte. Tout le monde doit être protégé. Il y a déjà un cadre qui prévoit ça, mais qui est un peu sous tension, je pense, par rapport au fait que le marché du travail évolue et l'hétérogénéité sur la même usine, le même bureau, s'est accru ces dernières années. Et je ne pense pas que même en dépit d'une augmentation des contrats à durée indéterminée, etc., c'est pas une tendance qui va être complètement renversée. Donc peut-être elle va s'atténuer, peut-être, je ne sais pas, mais elle ne va pas s'atténuer. Donc cette hétérogénéité sur le marché du travail, c'est un défi pour l'hygiène et sécurité aussi, et un défi peut-être aussi pour le dialogue social qui quand même, comme toutes les autres institutions du marché du travail, reste un peu, encore un tout petit peu ce côté 20e siècle de employeur-employé, ou par contre le pôle opposé, entrepreneur, employé à son compte, mais maintenant disons, la différence devient plus nuancée. Merci, merci Andrea, très bon point. Je pense que on a déjà d'autres questions qu'on pourra discuter à notre webinaire peut-être l'année prochaine, des points très importants que vous avez fait vers la fin, mais aussi j'ai beaucoup apprécié la discussion. Je vous en remercie beaucoup de tout ce qui est sur la sécurité santé au travail aujourd'hui. Du point de la législation et de la fonction du dialogue social pour faciliter l'application, mais aussi, comme on l'a dit tout au long du webinaire, pour fournir des informations, offrir des assistances techniques, pour contribuer aussi à avoir des chiffres de la recherche et évidemment le rôle qu'on peut jouer pour faciliter l'application de certaines ou l'adaptabilité de certaines législation qui existe déjà dans des périodes de crise, comme le disait, l'évoquait Manal dans le cas du Covid-19. Donc, merci à tout le monde, surtout à nos intervenants. Moi, j'ai beaucoup apprécié la discussion. Je vous remercie beaucoup. J'espère qu'il y aura d'autres occasions pour parler de ce sujet. Et je remercie aussi tous les participants. Merci à tous et bon après-midi ou bonne soirée. Merci. Merci.